On essaye de se frayer de la place sur cette scène avec cet objet mystère qui en prend quand même pas mal. Hein? Et alors, on va jouer avec Alexandre Nicolas Lerma, qui est ingénieur au BRGM. Bonjour. 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 Je ne vais pas expliquer ce que ça veut dire BRGM, pour ceux qui ne connaîtraient pas, sinon ça donnerait trop d'indices. Et avec Stéphane Morelli, c'est pareil, je ne dis pas tout de suite ce que vous faites. Bonsoir, bonjour. Parce que sinon, il n'y a plus de mystère. Voilà, exactement. Ok. Alors, pour pas que ce soit trop facile pour tout le monde, Fred, tu me l'accorderas, on garde un petit peu le voile noir pour voir si, avec cette forme découpée comme ça, les gens arrivent à imaginer ce qu'il peut y avoir dessous. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que mon micro marche? Oui. Alors, est-ce que vous avez une idée? C'est un bateau. Comme quand vous étiez petite. Allez, jeune homme. Un bout d'éolienne. Monsieur? Aucune idée. Je crois que le micro du public ne marche pas. Alors, merci. Est-ce que vous me prêtez votre micro? Mais bien volontiers. puis on en a un autre, on va se le partager, ils vont nous en apporter un troisième tout de suite. Ah bah il marche maintenant. Eh ben voilà. Et donc, voilà, tout va bien. Ça marche, tout va bien. Alors, est-ce que vous avez une idée? Que se cache-t-il en dessous? Bon, alors c'est pas... C'est mon micro, là, qui marche. Alors, je vais vous repiquer votre micro. Voilà. On attend Jocelyn. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice? Un petit indice léger. On peut dégager un petit peu une partie, peut-être. Attention. Allez, on va dégager une petite partie sans faire tomber l'objet. Ok, une petite partie. Oh là, j'ai des mains qui se lèvent, là. Un avion. Vous tenez, c'est bon? Je lâche? Alors, Une maquette d'avion. Une maquette d'avion aussi. On ils s'approche sont là. d'accord? Attends, un garçon, là. Ça chauffe, ça chauffe? Une lampe en forme de maquette d'avion. Ah, attends, oui, ça s'approche. Alors, jeune homme? C'est un planeur. Ah, on est... Bon, on enlève, on enlève. Allez. Attendez, avant d'enlever. Ah, on entend? Un drone. Ah, ben voilà, très bien. Wow. Voilà, on applaudit le garçon. Ah ouais, on l'applaudit. On applaudit le garçon, il Non. s'agit d'un drone. Mais on n'a pas, pour le moment Mais on ne dit encore. pas encore à quoi il sert, c'est ça, c'est tout l'objet. Ok, là, maintenant. un magnifique drone. Il est beau, dis donc. D'accord, alors maintenant, Hop, on va le enlever but, ça. c'est de savoir à quoi peut servir ce drone. Qui a envie de se lancer? N'hésitez pas. À quoi ça peut servir? À faire des mesures sur l'océan. À faire des Pas mesures très, sur très loin. On n'est pas l'océan. très très loin. Alors ah, les garçons, Terre. À filmer la Terre. à filmer la Terre. On s'approche, on s'approche. Aucune idée. Allez, on va donner la réponse. On va donner la réponse. Personne. une petite idée jeune homme. Ouais, allez. Allez, tente ta chance. À filmer les accidents de voiture. Ah non, À filmer les accidents de voiture. ça aurait pu, hein. Pourquoi pas? Bah, ça aurait pu, Bien mais sûr. pas celui-là. Pas celui-là. Non, D'accord. mais ça aurait pu. Alors Alexandre, Ah, qu'est-ce que attendez. J'aime bien quand on joue. Pour prendre des mesures. Pour prendre des mesures. Oui, alors, Bon. pour prendre des mesures, mais pour le dire rapidement, pour observer les plages. c'est? Observer les plages, c'est-à-dire on regarde les gens en maillot de bain. Non, on évite de survoler les gens, de manière générale, et D'accord. encore plus quand ils sont Ça en maillot de bain, rassure. parce que c'est un peu Bah, intime. c'est pas super quand même, hein. On est Non, d'accord. ce qu'on Bon. fait avec, c'est qu'on va s'intéresser à ce qu'on appelle le système plage, donc de la dune jusqu'à la mer. Et on va, via une série de photos, reconstituer la plage en 3 dimensions. Et donc ça va nous permettre de nous intéresser à tout plein de choses. À quoi, par exemple? À quoi ça nous sert d'utiliser un drone pour reconstituer la plage en 3 dimensions? Parce qu'on a quand même les satellites, les lasers. Bah, on peut prendre des photos. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de droner? Alors, on a besoin de droner parce que le drone apporte une précision et une flexibilité lorsqu'on fait des campagnes de mesure qui est au-delà de ce que peuvent proposer les autres outils conventionnels qu'on utilise généralement. Donc ça nous permet de nous intéresser de manière très très fine à des détails comme par exemple le sable qui va être transporté par le vent, qui est quasiment imperceptible à l'œil nu, mais via ce type de technologie,
on va être capable d'acquérir la précision suffisante pour faire comme on voit ici sur les images, des différentiels entre, sur des zones de dunes par exemple, pour voir comment le sable se déplace. D'accord. Et alors, Stéphane, parce que du coup, maintenant on peut dire ce que vous faites, hein, Stéphane Morelli, vous travaillez chez Azure Drone, donc ça veut dire que ce petit bijou, c'est vous qui le pilotez sur le bord de plage. C'est pas dur de piloter un drone au bord de la mer avec tout le vent qu'il y a ? Et déjà, cet appareil, il arrive à évoluer malgré des vents assez forts, hein, jusqu'à 60 km/h. Donc, il fait moins de 2 kg. Et on voit que malgré cette très très faible masse, il arrive à se déplacer à environ 50 km/h, 55 km/h. Et il arrive à prendre des quantités très importantes d'images qui ensuite vont être utilisées par les scientifiques pour caractériser l'état de la plage. Donc effectivement, vous avez vu sur les images, on le lance à la main. Donc c'est beaucoup plus simple quand même qu'un avion qui doit décoller avec un terrain d'aviation. Mais pour autant, la personne qui le pilote, on appelle ça un télépilote, parce qu'il n'est pas dans le drone, vous l'aviez compris, eh bien cette personne, elle a quand même des qualifications, elle a un certain niveau d'expérience pour savoir appréhender la météo, le vent, les nuages et faire sa mission en toute sécurité, parce que même si ça fait que 2 kilos, il faut quand même faire attention à d'autres usagers de l'espace aérien. Et puis au sol, lorsque ça atterrit, il faut faire attention qu'il n'y ait personne sur la plage. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. On va vous laisser aller vers le bar de la science parce qu'il y a Axel qui est en train de vous attendre pour parler encore de ce que vous apporte ce beau drone comme information. Et en attendant, tout ce qu'on apprend sur la plage. Alexandre Lerma, moi je voulais poser une question à Jean-François Bourrier, mais il est trop occupé à discuter avec son voisin, il est dissipé. Juste, on va parler réchauffement climatique et montée des eaux. Est-ce que l'eau qui monte en surface a un impact à ce qui se passe au fond ? Alors, Ah. l'eau qui monte en surface peut avoir des impacts. Moi, je vais simplement vous parler des hydrates de gaz. Ah les bah hydrates oui, mais de vous gaz, changez la c'est de la question. glace. Non, mais ça va très vite. C'est de la glace de méthane. Ouais. Et la glace de méthane, si vous la réchauffez trop ou si vous baissez la pression, elle va passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Il y a 1 mètre cube de glace, ça va générer 200 mètres cubes de gaz et ça peut générer des glissements de terrain qui peuvent générer des tsunamis et des surcotes à la côte. Alexandre Lerma, du coup, montée des eaux liées au réchauffement climatique, ça c'est ce que vous étudiez avec ce drone. Et est-ce que les problèmes sur le littoral que vous étudiez ont déjà commencé? Vous les voyez dans le monde, en France? Est-ce qu'on peut mettre des points, des endroits là ça commence à gratouiller? Alors, en ce qui concerne le réchauffement climatique, ce qui va nous intéresser le plus particulièrement, c'est l'élévation du niveau de la mer. Oui. Donc forcément, les littoraux vont être tenus de s'adapter ou pas lorsqu'ils sont urbanisés. Et donc, effectivement, les littoraux qui sont très proches du niveau de la mer sont sensibles et sont déjà actuellement concernés par l'élévation du niveau de la mer. Il faut savoir que si on le dit rapidement, depuis le début du XXe siècle, donc depuis 1900, on considère que c'est une vingtaine de centimètres d'élévation qui a déjà eu lieu. Et ça a des impacts directement sur des zones qui sont par exemple les îlots coralliens, qui sont très proches du niveau de la mer, où l'élévation du niveau de la mer va avoir tendance à réduire les capacités en ressources en eau potable, vont réduire les surfaces agricoles par exemple, et donc créer des exodes qui peuvent être massifs. Mais pourquoi? Parce que le corail n'a pas le temps de remonter, ça monte trop vite? Alors, par exemple, c'est possible. Alors, si les conditions environnementales sont suffisamment bonnes, le corail est capable de s'adapter et d'aller à des vitesses, à des rythmes de progression qui peuvent suivre une élévation de la mer, mais tout dépend évidemment du rythme d'élévation au niveau de la mer. Bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, même si le corail arrive à monter, tout ce qui va être le rapport d'équilibre entre les zones habitables, parce que, par exemple, si on parle de l'eau potable, la capacité d'avoir une surface d'eau potable à l'intérieur d'un îlot corallien dépend du niveau de la mer et pas forcément de la capacité des coraux à s'élever. À quoi il faut s'attendre? Vous parliez du passé et d'aujourd'hui. 2050, 2100, à quoi il faut s'attendre? Vous parlez de 20 cm. Ça va aller plus vite? Alors, on est dans un cadre où on fait des projections. On est sur un niveau de connaissance qui nous permet d'appréhender les choses et on le regarde plutôt via des fourchettes, des scénarios. Aujourd'hui, pendant un certain nombre d'années, un rapport du GIEC nous parlait d'une quarantaine de centimètres à échelle 2100, sachant qu'on a 20 cm déjà, on était sur 60 cm pour 2100. Et puis le dernier rapport du GIEC a précisé des choses qui vont plutôt vers une tendance qui va être un peu plus importante et on serait plutôt autour du mètre à cette échéance de 2100.
Aïe, aïe, aïe. Il va falloir changer les câbles des éoliennes qui flottent, sinon ça va casser. Hein. Vous voulez intervenir? Jean-François Je vais Bourrier. intervenir parce que ce qui est important, c'est la notion de temps. C'est vrai que le GIEC travaille à l'horizon 2100. Il y a aussi des projections qui sont faites à l'échelle des phénomènes en jeu, c'est-à-dire les phénomènes de fonte des glaciers sur l'ensemble de la planète, les phénomènes de remontée des continents. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc il y a eu des papiers qui se sont portés sur le niveau de la mer dans 10 000 ans. Et dans 10 000 ans, c'est plus 60 mètres. Et donc c'est vrai que là, quand on se fixe uniquement à 2100, on a une photo instantanée, mais on est dans un phénomène avec une inertie énorme, et c'est pour ça que c'est hyper important de commencer dès maintenant à infléchir un tout petit peu la trajectoire, à essayer de maintenir à 1,8 degré ou 1 degré, ou descendre vraiment en dessous des 2 degrés. Parce qu'à terme, ça sera très, 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 très dur, et comme on sait que les 2 tiers de la population vivent sur le littoral, on comprend l'urgence à se battre contre les gaz à effet de serre. Et on imagine en plus que la montée, elle n'est pas la même partout. Il y a des endroits, ça monte plus vite que d'autres. Alors, oui, mais ça devient une question un peu compliquée qui est liée à la circulation dans les océans et aux effets réels qu'a ce réchauffement, hein, c'est-à-dire la dilatation thermique qui ne va pas être la même aux différents endroits. Ce qu'on peut retenir plutôt, c'est on parle d'élévation absolue quand on parle du niveau de la mer, et puis en fin de compte, sur chaque littoral va aussi avoir sa tendance, elle va avoir tendance potentiellement à s'abaisser ou à s'élever. Et donc la réalité pour quelqu'un qui vit sur le littoral, c'est l'évolution du niveau relatif. Et donc, par exemple, on peut avoir une situation autour d'un volcan où le volcan a tendance à monter, donc le niveau de la mer monte un peu moins ou monte pas du tout. Et à l'inverse, on peut avoir des zones qui sont des zones emblématiques actuellement concernées par les phénomènes de submersion, qui sont les deltas par exemple. Et dans les deltas, on va plutôt avoir tendance à avoir des accumulations de sédiments qui baissent le niveau de la Terre et qui donc accélèrent localement l'élévation du niveau de la mer.